Presque un mois s'est écoulé depuis le début du travail sur le nouveau film, et alors qu'il était pratiquement terminé, monté, prêt pour la finale, des circonstances imprévues sont soudainement apparues, rendant impossible la publication de la majeure partie de ce film. Nous l'avons compris collectivement, nous en avons pris conscience, nous l'avons accepté. Ce n'est tout simplement pas le moment, ce n'est pas le moment, il n'y a aucune intrigue. Et nous étions prêts à aller de l'avant, mais la question s'est posée, que faire de la deuxième partie du film, celle qui peut être publiée ? Soit nous mettons simplement tout cela de côté et nous nous consacrons au projet suivant, soit nous publions la partie telle qu'elle a été filmée. Avec quelques petites modifications, quelques corrections, et j'ai donc décidé d'enregistrer un mot d'introduction pour expliquer. Parce que après le visionnage, il se peut que il y aura un sentiment de non-dit, une sorte de malaise, vous voyez ? Eh bien, en fait, maintenant vous savez pourquoi cela pourrait être le cas. Voici la première chose. Et deuxièmement, mes amis, il s'avère que c'est ainsi. Tout est fluide dans ce monde, tout change. Tu dois simplement l'accepter. Voyons. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on continue ? Certainement. Regardons d'abord une vidéo, puis passons à la discussion. Allons-y. Suite au récent scandale de pédophilie impliquant Jakub Jal, militant tchèque anti-secte et contre les sectes, l'idée a émergé d'examiner de plus près les membres de l'organisation russe anti-secte, Rassirs, dirigée par Alexander Dvorkin. Rassirs est depuis longtemps impliqué dans le champ des conflits religieux et sociaux. Et plus on creuse, plus de nouvelles questions surgissent. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout phénomène a ses causes. Même les rumeurs ont un fondement. Le lobby pédophile. Il existe au sein des structures officielles russes. Des hommes politiques influents en parlent ici et là. Mais le sujet est tabou et on comprend pourquoi. Nous avons rassemblé ce qui existe dans les sources ouvertes. Ce n'est pas beaucoup, certes, mais même ces bribes d'informations laissent une impression étrange, comme si tu avais accidentellement soulevé le rideau et vu quelque chose auquel il est difficile de croire. Le premier cas que nous avons trouvé s'est produit en 2013 avec Vyacheslav Naumov, membre de Ratsirs et Fekris. Il fait partie du département missionnaire du diocèse de Novosibirsk de l'Église orthodoxe russe, qui est dirigé par Alexandre Novopachine. Les militants contre la pédophilie à Novosibirsk affirment qu'un prêtre est tombé entre leurs mains. La rencontre a commencé sur Internet. La correspondance a été ouverte par un homme qui s'est ensuite présenté comme Sam Protiré. Les auteurs de la vidéo nous ont communiqué certains détails de la réunion par téléphone. Il m'a appelé et m'a demandé quel alcool j'allais acheter. Je lui ai dit que je ne buvais pas d'alcool fort, mais que ce que je buvais... Bon, admettons qu'il achète du vin. Il a acheté 2 bouteilles de vin. Nous nous sommes rencontrés avec lui sur la place Lénine, mais convenez-en, s'il avait juste voulu parler, il n'aurait pas acheté de vin. Les membres du groupe affirment que le prêtre savait qu'il allait rencontrer un mineur, mais il a changé ses plans en voyant la caméra vidéo. Selon l'homme, il avait décidé de rencontrer l'adolescent pour une conversation préventive et il prévoyait d'emporter la bouteille de vin chez lui. La personne figurant dans cette vidéo est effectivement un membre du clergé. Cela nous a été confirmé par la métropole de Novosibirsk. Aujourd'hui, ses représentants ont pris connaissance du contenu de la vidéo, mais pour l'instant, ils ne la commentent pas tant que toutes les circonstances ne sont pas éclaircies. Sert dans le SBR, Alexandra Nevskaya, Terevich, Slav Smolov. Je suis allé voir le garçon pour observer comment il vit et lui donner une leçon éducative. C'est tout. Et pourquoi tu écris tout ça, garçon ? Pourquoi t'es-tu inscrit sur Mamba, sur un site de rencontre ? Pourquoi as-tu fait ça ? Tu as pourtant une famille. C'est une autre question. Alors, pourquoi ? C'est une autre question. Pour donner des leçons éducatives ? À tout le monde. La 25e règle apostolique dit que celui qui est convaincu d'adultère est déchu de son rang. En regardant ces photos, il semble que Naumov n'a pas été déchu. On dirait que les règles apostoliques ne s'appliquent pas à Ratsirs. Deuxième cas, Ratsirs encore.
Le chef du département missionnaire du diocèse d'Almetievsk au Tatarstan, l'archiprêtre Andrei Stripkov, a été reconnu coupable du viol d'une élève de 12 ans de son école du dimanche. Il a été condamné à 13 ans de prison dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité. On trouve également sur Internet des photos d'Alexandre Dvorkin avec les higoumènes Christofor Vakabov, qui, selon certaines sources, purge actuellement une peine pour pédophilie en Australie. Encore un autre signal étrange. Il n'y a pas si longtemps, une capture d'écran d'un forum anonyme où l'on discutait d'événements remontant à 15 ans est apparue sur des pages publiques russes. Je cite « Nous avons servi un banquet de nuit dans un secteur privé près de Saint-Pétersbourg. Il y avait environ 30 personnes, écrit quelqu'un. On nous a tout de suite dit qu'il y aurait des invités importants après une grande conférence. Parmi eux, Dvorkin, le ministre de la Justice et d'autres étrangers. À minuit, on leur a apporté de la nourriture et beaucoup d'alcool. Quand je déchargeais la dernière caisse, j'ai vu que 2 minibus entraînent dans la cour. Des enfants en sont sortis, âgés de 8 à 12 ans, pas plus âgés, et un prêtre en soutane est aussi sorti avec eux et les a conduits à l'intérieur par une autre entrée. J'ai une question. Qu'est-ce que des enfants font à une beuverie nocturne? C'est un coup d'enfant, ou quoi? Ils sont là pour chanter des chants d'église à ces ivrognes en pleine nuit? Réponse d'un membre du forum. Oh là là! Et pourquoi ils gâtent autant les étrangers? D'où viennent ces captures d'écran? De quel forum s'agit-il? Il n'a pas encore été possible de le découvrir. Cependant, il n'est pas difficile de comprendre que les 15 et 16 mai 2009, une conférence internationale FECRIS s'est tenue à Saint-Pétersbourg, où Alexandre Dvorkin a été élu vice-président pour les 3 mandats suivants. Des personnes importantes, très probablement des membres de la conférence, et le ministre de la Justice, c'est Alexandre Konovalov. Et pourquoi ont-ils besoin d'eux? Y avait-il des enfants à une fête arrosée pendant la nuit? La question reste ouverte. Pour l'instant. Une autre histoire a refait surface il y a environ 1 an. C'est une histoire extrêmement compliquée qui ressemble davantage à un gouffre dans lequel nous allons nous enfoncer, pas à pas, sans aucune garantie que des réponses nous attendent au fond. Il y a environ 1 an, une archive est apparue sur Internet. Elle a été publiée par un groupe mystérieux appelé Paueli Katani. L'archive a été nommée Katani. Des ombres pédophiles dans l'église orthodoxe russe. Elle est encore aujourd'hui disponible en téléchargement. Plus de 100 pages de texte sous Word et 300 photos issues d'archives personnelles. On ne peut pas dire que sa publication ait suscité de vifs débats. Les querelles internes à l'église n'intéressent presque personne. Et pourtant, quelques rares commentateurs sont apparus. Des pages sur LiveJournal, des posts sur des chaînes Telegram et des vidéos sur YouTube. Dans quel but ce dossier compromettant a-t-il été publié? Les différentes versions, à qui cela profite, cela ne nous intéresse pas. Le contenu ne nous intéresse pas. D'autant plus que des représentants des départements missionnaires du patriarcat de Moscou, c'est-à-dire des structures anti-sectes au sein de l'église orthodoxe russe, sont impliqués dans l'affaire. Et nous allons sans doute commencer notre récit par la toute fin. Dans les derniers chapitres de l'archive, avec des preuves, des documents et des témoignages, il est affirmé que 2 missionnaires, Vadim Verchinin et Denis Kovtun, sous couvert de programmes ecclésiastiques, corrompaient des mineurs dans des camps d'enfants orthodoxes. Des camps qui fonctionnaient sous la réputation de l'higoumène Eumen Perestov, créateur de ce qu'on appelle le Cours Alpha, un programme missionnaire destiné à rapprocher la jeunesse de la foi. Le projet a existé de 2006 à 2010 sous le patronage du département missionnaire du patriarcat de Moscou. Par la suite, Perestov, pour reprendre le langage ecclésiastique, a été définitivement privé de la bénédiction d'exercer une activité missionnaire. Officiellement pour des conflits internes, officieusement pour des accusations de pédophilie. Dans les archives de Paula Katani, on trouve des citations d'adolescents affirmant avoir eu des contacts sexuels avec lui. De plus, les photographies jointes au dossier laissent une impression sans équivoque. En outre, le dossier de Katani mentionne un épisode tragique. Il s'agit de l'histoire d'un adolescent qui, selon les auteurs, s'est suicidé après avoir entretenu des relations étroites avec Eumen Perestov. Mais revenons à Verchinin et Kovtun. Leurs relations homosexuelles ne font aucun doute. Mais le plus curieux est ailleurs. Selon le dossier de Katani, tous 2 entretenaient des liens exceptionnellement étroits avec le célèbre missionnaire de l'église orthodoxe russe, Oleg Steniaev. Probablement l'un des plus célèbres combattants contre les cultes et les sectes après Dvorkin.
En particulier, Vadim Verchinin a servi comme enfant de cœur auprès de lui depuis son plus jeune âge. Et selon le groupe de Pavel Katani ainsi que le blogueur Piotr Mironov, et pas seulement eux d'ailleurs. C'est précisément Oleg Steniaev qui aurait été la première personne à impliquer Verchinin dans des relations sexuelles, alors que ce dernier n'avait pas encore atteint l'âge de consentement. Oui, j'ai déjà déclaré dans mes vidéos que je suppose que le père Oleg Steniaev a eu dans le passé des relations étranges avec des garçons lorsqu'ils étaient jeunes. Le père Oleg essaie maintenant par tous les moyens de me faire passer pour un calomniateur, mais le fait est que je dispose d'un grand nombre de témoins, qui eux aussi ont entendu à plusieurs reprises des choses similaires à propos du père Oleg. Il y a même des personnes qui en ont parlé à demi-mot dans les cercles ecclésiastiques auparavant. Ces personnes, ce n'est pas une seule, mais beaucoup de personnes différentes qui ne se connaissent pas entre elles, mais qui disent toutes la même chose. Le texte de Paula Katani accorde une attention particulière à la personnalité controversée de l'anticultiste Oleg Steniaev. Une attention particulière. C'est par lui que commence leur long récit, et c'est aussi par sa note explicative qu'il se termine. Les auteurs attribuent même à Steniaev une telle caractéristique. Élu et puissant dans les cercles pédophiles, une citation en particulier résonne avec force. Un homme cruel, un cynique brutal et un amoral qui trahit facilement les gens ainsi que séduit ses petits servants d'hôtel et, à notre avis, un sociopathe clinique ordinaire. C'est ce que beaucoup de ceux qui l'ont côtoyé en personne ont ressenti dans leur chair, leur esprit et par les faits. Le fait que les pédophiles Verchinin et Kovtun venaient de l'écurie de Steniaev est également prouvé par les photographies présentées dans les archives. On pourrait s'arrêter là, mais il y a encore une circonstance qui met en lumière un 5e pédophile dans cette affaire. Ensuite, notre récit va commencer à se transformer en véritable roman policier que nous n'aborderons que partiellement afin de ne pas nous éloigner du sujet principal. Oleg Steniaev était proche de Danil Sysoev, prêtre antisecte assassiné en 2009, ainsi que de sa famille, son épouse Yulia et leurs 3 filles, Justina, Dorofeia et Angelina. À cette époque, Steniaev et Sysoev avaient un bon ami commun, Sergueï Stanilovski. Cela dit, avant de devenir membre de l'Église, il était membre d'une secte satanique. Plus tard, il devint paroissien et enfant spirituel. Danil Sysoev. En novembre 2009, c'est Stanilovski qui a été témoin du meurtre, Danila Sysoeva. Des coups de feu ont retenti à l'intérieur même du temple. Stanilovski affirmait s'être caché pour sauver sa vie. Et déjà 1 an plus tard, il épousa la veuve du prêtre, Yulia Sysoeva. Ils ont obtenu les droits d'édition de l'héritage littéraire du missionnaire défunt, se sont enrichis et ont déménagé aux États-Unis. Et voilà qu'après de nombreuses années, des détails effrayants de leur vie de famille sont devenus connus. Le beau-père de Sergueï Stanilovski, comme il s'est avéré, forçait 3 filles adoptives à des jeux sexuels pervers. Et cela se produisait, affirmèrent les filles, avec la connaissance et le consentement de leur propre mère. Ainsi, dans cette histoire, un 5e protagoniste accusé de pédophilie apparaît déjà. Lorsque les filles ont grandi et se sont enfuies de la maison l'une après l'autre, elles ont commencé à parler publiquement de ce qu'elles avaient vécu. Elles donnaient des interviews, s'adressaient aux journalistes afin de donner à cette affaire la plus grande publicité possible. La réalisatrice Elena Pogrebitskaya a réalisé 3 documentaires à leur sujet. Elles ont également demandé de l'aide à un vieil ami de la famille, Oleg Steniaev. Cependant, au lieu de les soutenir, Steniaev a soudainement pris la défense de Stanilovski. Lorsque ce dernier a été arrêté en Russie, soupçonné de pédophilie, il a organisé dans l'église un office de prière pour la libération du détenu Sergueï. Et bientôt, presque miraculeusement, Stanilovski a effectivement été relâché, après quoi il a immédiatement quitté le pays. Aujourd'hui, selon des informations provenant de chaînes Telegram, les 3 sœurs sont en vive confrontation avec leur mère et leur beau-père. L'aînée d'entre elles tente d'obtenir la réouverture de l'enquête sur les circonstances du meurtre de leur père, Danila Sysoev. Eh bien, il reste encore un détail dans les archives de Paula Katani. Une vieille photographie. Oleg Steniaev, aux côtés d'Alexandre Dvorkin. En explorant l'histoire sombre des acteurs antisectes, nous sommes tombés sur un autre signal, cette fois en provenance d'Ukraine. Une capture d'écran d'un forum a été trouvée, où il était question du fait qu'un proche allié de l'activiste antisecte Irina Kremenovskaya, Alexei Sviatogor, connu, bourreau et tueur d'animaux errants entre 2010 et 2012, citation,
Sviatogor aimait se rendre dans cet orphelinat où il filmait des jeunes filles mineures pour des relations sexuelles, les payant avec des sommes dérisoires et de la nourriture. L'orphelinat mentionné serait situé dans la région de Kiev. Et enfin, nous avons réalisé une courte interview avec une personne qui s'intéresse également à l'envers du décor de Ratzer. J'ai eu l'occasion de parler avec l'un de ses anciens étudiants. Et puis, il m'a raconté un épisode assez particulier où il est allé voir le professeur Dvorkin et il y avait un autre représentant chez Dvorkin d'un certain mouvement religieux. Ils discutaient et à un moment donné, ma source raconte que Dvorkin montre une vidéo et sur la vidéo, il y a une adorable petite fille, d'après son apparence, elle venait tout juste de naître, vraiment toute petite, sans aucun vêtement. Elle semblait si fragile et délicate, un nouveau-né à peine arrivé dans ce monde. C'est-à-dire complètement sans vêtements, nu. Et sur cette vidéo, quelqu'un... Et la source m'a dit qu'il avait été très surpris que Dvorkin ait montré cela. Et il ne s'est pas contenté de montrer la vidéo en disant « Vous voyez, regardez ce qu'ils font aux filles ». Mais quand Dvorkin montrait cette vidéo, il dit que Dvorkin savourait littéralement ce moment. C'est-à-dire qu'il éprouvait en quelque sorte du plaisir en montrant cette vidéo. La deuxième chose qu'on m'a racontée concerne un spécialiste des religions qui connaissait Dvorkin, qui avait eu un procès avec lui, qui avait essayé d'une certaine manière de lui résister. Et il raconte un épisode de sa vie. Il dit « Je travaillais au Conseil suprême, c'était dans les années 90. Et... dans le bâtiment voisin, Dvorkin travaillait. Et un jour, dit-il, une collègue est venue me voir et m'a dit « Dans le bâtiment voisin, il y a quelqu'un comme ça. Alexandre Leonidovitch Dvorkin, et il veut faire votre connaissance. Il s'intéresse à votre travail en sciences religieuses et au catalogue des mouvements religieux de Russie sur lequel vous travaillez. » Ils ont alors entamé un long dialogue, d'abord à propos du catalogue des organisations religieuses, puis, plus tard déjà, à la fin, la source m'a raconté ce qui suit. Il dit que Dvorkin avait déjà commencé à parler de certains nouveaux mouvements religieux qu'il qualifie de sectes, et il dit « Vous voulez voir, j'ai de la pornographie enfantine concernant tel ou tel mouvement. » Et ma source, le spécialiste des religions, a été déconcerté. Il a dit « Non, non, merci, ça, c'est pas pour moi. En ce qui concerne l'étude des religions, la pornographie enfantine ne m'intéresse pas vraiment. » Et ils se sont séparés. Plus tard, ce spécialiste des religions a découvert qu'en réalité, cette pornographie enfantine n'avait pas vraiment de lien avec ce mouvement religieux. C'est simplement qu'un ancien membre de ce mouvement religieux a envoyé de la pornographie enfantine à quelqu'un et Dvorkin s'est accroché à cela et a décidé de l'utiliser comme accusation. Il y a pourtant beaucoup d'autres informations, un contexte bien plus large. Et dans ce contexte, il me semble que Dvorkin leur montrait au moins à eux de la pornographie enfantine principalement pour voir comment ils allaient réagir. C'est-à-dire, si jamais ils n'avaient pas refusé... Premièrement, on peut enregistrer à la caméra comment une personne regarde de la pornographie enfantine. Enregistrer de façon à ce que Dvorkin ne soit pas visible non plus, peu importe comment. Et on peut utiliser cela comme un moyen de pression. C'est la première chose. Deuxièmement, si une personne accepte de regarder de la pornographie enfantine, cela en dit déjà long sur elle, sur sa psychologie. Et dans ce cas précis, Dvorkin peut comprendre que cette personne s'intéresse à la pornographie enfantine. Cela veut dire qu'il y a quelque chose chez lui, et il y a un moyen de pression. Il a regardé le disque. En ce qui concerne la pornographie, cela indique un certain état d'esprit chez la personne, et on peut aller encore plus loin. Ceci n'est que mon avis sur la raison pour laquelle on montre de la pornographie enfantine. En général, cette méthode impliquant la pédophilie, l'homosexualité et d'autres choses similaires, d'après ce que j'ai compris, est très répandue. Et parmi les services spéciaux également, et apparemment aussi au sein de la communauté religieuse. Établissons maintenant un parallèle. Examinons le scandale impliquant le sectaire tchèque et militant anti-secte Jakub Jal. Aujourd'hui, de sérieux soupçons de pédophilie pèsent également contre lui. 2 équipes de journalistes indépendantes, je le rappelle, se sont rendues en Tanzanie où elles ont enregistré des interviews avec des victimes et des témoins. Sur la base de ces documents, 2 films documentaires ont été réalisés. Il convient ici d'apporter une petite précision. En réalité, il n'y en a pas eu 2, mais en tout,
Au final, il y a déjà eu 4 films sur lui, sur Yaqub Bial, dont le plus récent est sorti tout récemment. En réponse, Yaqub Bial s'est mis à attaquer les journalistes de façon moqueuse, à les humilier et à affirmer qu'il n'avait rien fait de tel, qu'il ne se souvenait de rien, qu'il avait une amnésie. Ou, en d'autres termes, il a commencé à crier « au voleur ». Je vais citer ses propos dans l'une des interviews. Alatra, à l'aide de fausses accusations de pédophilie et de viol, détruit ses critiques. C'est une nouvelle technique utilisée par les sectes. Elles se joignent à la vague de désinformation et l'utilisent. Et l'État européen n'a tout simplement pas encore les mécanismes nécessaires pour y faire face efficacement. Écoute, c'est absurde. Mais Qu'ont donc fait les bénévoles du mouvement public international Alatra? En réalité, voyons cela de plus près. Ils ont donné la possibilité aux enfants victimes ainsi qu'aux adultes de Tanzanie de raconter leur histoire. Une histoire de violence à leur encontre, une histoire de tromperie de la part des Européens. Voilà une situation intéressante qui se dessine. Il y a des victimes, il y a des témoins oculaires, des témoins. Mais il n'y a pas d'enquête. Il existe la Convention de Lanzarote que la Tchéquie a ratifiée en 2016, mais il n'y a même pas l'ombre d'une intention de la suivre. Parce que, comme l'écrivent certains journalistes et blogueurs tchèques qui soutiennent Yahala, la police a décidé que tout cela était inventé. Et sur quelle base ont-ils pris cette décision? Ah, voilà une bonne question. regarde, il y a 2 documentaires réalisés par des personnes différentes. La Tchéquie et le Kazakhstan. Et il y a une sorte de décision non officielle en Tchéquie de fermer les yeux là-dessus. Il y a aussi la décision de contre-attaquer en accusant de diffamation. Les bénévoles qui ont permis aux enfants et aux adultes de Tanzanie de s'exprimer. Comme si les Tanzaniens mentaient délibérément, simplement parce qu'ils viennent de Tanzanie. C'est bien ça, non? Quoi, ce sont des gens de seconde zone? Moi aussi une question, est-ce du racisme? Ou bien ils mentent parce qu'Alatra a tout arrangé? Désolé, mais à l'origine, c'était des membres de la mission bénévole en Afrique qui accusaient Yacouba Yala. Ils n'étaient pas de Alatra. Ils ont décidé de raconter leur histoire, comment ils ont été trompés, comment ils ont été arnaqués par Yaqub Yakla. Et Monja Alatra leur a donné cette opportunité. Elle leur a permis de s'exprimer. Mais il est très important de préciser que Yaqub Yakla n'est pas une victime d'Alatra. J'ai réalisé une vidéo sur Yaqub Yakla. Il y a 3, presque 4 ans. Elle est en accès libre sur YouTube. Aucun journaliste ne m'a contacté, bien que je me sois adressé à beaucoup, y compris à des médias connus comme Seznam ou DVTV. Je leur ai tous écrit. J'ai tous les documents. Mais personne ne m'a répondu. Et puis, quand l'histoire avec Alatra a commencé, soudain tout le monde s'est mis à défendre Yaqub Yakla comme une victime. Je suis très reconnaissante à Markéta et David d'avoir pris cette affaire en main, d'avoir eux-mêmes commencé à enquêter, d'avoir sacrifié leur propre temps et leurs ressources pour aller en Afrique et découvrir toute la vérité. Non, ce n'est pas Alatra qui a soulevé ce sujet, mais j'ai été le premier à en parler. Écoutez, des journalistes de CNN USA se rendront en Tanzanie demain. Arrête, sommes-nous même en train de parler? Allons-y pour l'immortalité. Demain, Al Jazeera partira pour la Tanzanie. Les antisectes les accusent aussi d'avoir eu le cerveau lavé par une secte pro-russe, n'est-ce pas? C'est absurde. Quiconque défend les Africains, les enfants de Tanzanie, Yahala ou d'autres comme lui, on commence à les traiter de sectaires. Et pour ce mensonge, ils ne seront pas du tout punis en Tchéquie. C'est normal ça, franchement. Tu sais, je vais dire les choses comme ça, je vais parler uniquement pour moi-même. Si des gens que je connaissais personnellement ou non m'accusaient de quelque chose, j'irais simplement les voir et je chercherais à comprendre ce qu'il se passe. C'est comme ça que ça devrait se passer. Si on accuse quelqu'un d'avoir injecté je ne sais quoi, des médicaments douteux aux enfants, il doit préciser de quels médicaments il s'agit exactement. Où les a-t-il obtenus? Où les a-t-il achetés?
Pourquoi a-t-il décidé qu'il fallait les injecter précisément dans l'épaule? Pourquoi a-t-il décidé de les injecter aux enfants, tout court? Est-ce qu'il est médecin? Tu comprends? C'est logique. Peux-tu décrire ce qu'il faisait quand il se comportait mal? Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il nous a touchés ainsi. Et là, il nous a poignardés avec quelque chose de pointu. L'as-tu piqué avec quelque chose de pointu? Alors, il vous a injecté des aiguilles? De quel genre d'aiguilles s'agissait-il? Les petits. Les petits? Une personne innocente racontera facilement tout en détail. Mais Yacoub, Yahel, ne fait pas cela. Oui, il ne dit absolument rien de précis. Si une personne innocente était accusée par des personnes avec lesquelles elle était amie, la première chose qu'elle essaierait de faire serait de se défendre. Pourquoi ces gens-là le blâment-ils? N'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Et cela signifie qu'il a peur. Pourquoi n'y va-t-il pas avec des journalistes? Et tout est en place? C'est impossible à comprendre. Question. Mais Yacub Yagle ne se rendra pas en Tanzanie. Il a peur. J'ai peur de regarder ces gens dans les yeux. Il a quelque chose à cacher? Donc il ment. Certainement. ET. Une autre conclusion s'impose alors. En République tchèque ou au-delà de ses frontières, certaines forces, des forces politiques, tentent de l'évincer. La question se pose. Pourquoi? Quoi? Pourquoi essaie-t-il de le sortir de là? Pourquoi cherche-t-il à le blanchir? Peut-être qu'il sait quelque chose. Ou bien est-il un manipulateur de génie comme Dworkin, qui trompe tout le monde? Non, non. Je pense que toute personne normalement capable de raisonner commence déjà à comprendre qui elle est. Qui est-ce? En fait, ce Yacoub Etial. Écoutez, oui, c'est un toxicomane. Il souffre de troubles bipolaires. Il l'a admis lui-même. C'est dans le film documentaire. D'ailleurs, Dworkin et Yal ont le même diagnostic. Les mêmes tendances aux perversions sexuelles, pédophilie et coprophilie, d'après les films. En fait, en Tchéquie, ils ont peur d'un scandale. Et c'est pourquoi ils se moquent des valeurs démocratiques. De toute façon, tout cela finira par éclater. Ne comprennent-ils donc pas cela? Va banque? Tu sais, on essaie maintenant de le faire passer pour un pauvre malheureux. Mon Dieu, quelle victime! Avant de commencer à parler de lui, j'ai un peu fouillé dans son histoire et j'ai compris qu'en réalité, c'est un vrai provocateur, une personne aux principes moraux extrêmement bas. Un menteur pathologique, prêt à mentir sans le moindre remords de conscience. Fondateur d'une secte satanique, fondateur de la communauté satanique tchèque. N'est-ce pas suffisant? À mon avis, c'est un signal d'alarme. Y avait-il des prémices d'agression sexuelle en Afrique? Bien sûr qu'il y en avait. Regardez simplement son passé. Lisez la résolution de leur communauté satanique, vous la voyez à l'écran. Légalisation des drogues, légalisation de la prostitution et des orgies sexuelles. Légalisation de l'euthanasie. Ou bien, quelle personne saine d'esprit serait capable de mettre Mein Kampf d'Adolf Hitler sur le même plan que la Bible et le Coran? C'est un motif pour la psychiatrie. Mais Yacoub Yal a réussi à mettre Mein Kampf sur un pied d'égalité avec la Bible et le Coran. À l'âge adulte, alors qu'il avait plus de 30 ans, consciemment, ce n'est pas une erreur de jeunesse. C'est une vision du monde maladive, une perception du monde pathologique, ou plutôt c'est de la clinique. À mon avis, on ne peut pas laisser de telles personnes sans surveillance, il faut les isoler. Ils représentent une menace pour la société, une menace pour les enfants. La Tchéquie a-t-elle vraiment oublié comment il était avant sa mission satanique en Tanzanie? Provocation, agressivité, drogue, satanisme, harcèlement sexuel. Tout cela n'est pas une rumeur, mais les témoignages de ceux qui le connaissaient personnellement à l'époque. Regardez au moins ses photos, ses faits. Il laisse derrière lui une traînée de conflits et d'histoires sordides. Sa réputation parle d'elle-même.
Il suffit simplement de jeter un œil à sa chaîne YouTube et tout devient clair. Sa soi-disant expertise, entre guillemets, tend vers zéro depuis des années. Aucune profondeur, aucun argument. Juste du bruit superficiel. Il fume du cannabis et raconte des histoires. C'est ça un expert ? Montrez ces documents à n'importe quel vrai spécialiste des religions et vous verrez sa réaction. D'abord un sourire, puis un diagnostic. Je ne comprends absolument pas les gens qui prennent sa défense. Vous êtes sérieux ou c'est pour l'argent ? Si c'est pour l'argent, je comprends, mais si c'est sérieux, cela témoigne de troubles des capacités cognitives, de problèmes de pensée critique. Prenons la dernière interview avec Yaklo. L'animateur commence par ces mots. Pourquoi une secte ayant ses racines dans la Russie de Poutine a-t-elle choisi pour cible précisément un étudiant tchèque ? Qu'est-ce que c'est que ça, au juste ? C'est une honte pour le journalisme. Farce, diffamation, incompétence. Une campagne payée. La question est, qui paie ? Une manipulation grossière de l'opinion publique. Dès le départ, il est entré dans le dialogue en affirmant l'innocence de son interlocuteur avant toute enquête et en désignant un ennemi. Oui, avec quelle racine en Russie de Poutine ? Est-ce qu'il sait au moins que la Russie est le seul pays où le mouvement international est interdit et reconnu comme extrémiste ? Est-ce qu'il sait au moins que toutes les persécutions ont commencé précisément en Russie, de la Russie ? Du Sirtsir, d'Alexandre Dvorkin, de l'Église orthodoxe russe, du patriarcat de Moscou et du FSB ? Est-ce qu'il sait au moins que d'anciens bénévoles de d'Alatra en Russie, en ce moment même, subissent des persécutions, purgent des peines de prison, font l'objet de poursuites pénales et d'amendes et fuient le pays ? Il fuit le pays, oui. S'il ne le sait pas et qu'il affirme cela, cela signifie qu'il est incompétent. Il induit la société en erreur. En fait, c'est une technique classique de manipulation. Elle s'appelle le puits empoisonné. Quand une personne est coupable et qu'elle n'a aucun argument pour se défendre, il ne lui reste plus qu'à passer à l'attaque en retour, en argumentant que la source même de l'accusation est empoisonnée. Dans notre cas, il s'agit d'une secte pro-russe. Mais Dieu merci, l'affaire de Jakub-Jal a dépassé les frontières de la Tchéquie. Récemment, l'affaire a été examinée lors d'un briefing au Congrès des États-Unis. Et j'aimerais poser la question, qu'adviendra-t-il d'une société que l'anticulte induit en erreur ? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, regardez la Russie. Avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez un exemple, nous vous le montrons. Ils parlent avec les mots de Dvorkin sans même s'en rendre compte. C'est drôle. Mais s'ils étaient des gens intelligents, ils se demanderaient d'où leur viennent ces idées dans la tête. D'où vient l'anticulte dans leur esprit ? D'où viennent ces idées ? Qui a lavé le cerveau de qui ? Dis-moi s'il te plaît. Les gens devraient, en général, se poser plus souvent la question. Qui, pourquoi et dans quel but ? Où sont les preuves ? Pourquoi essaie-t-on de sortir Yakhla ? Qui fait cela ? À qui profite-t-il, en Europe, d'appeler Alatra une organisation pro-russe alors qu'en Russie elle est interdite, que ses bénévoles sont poursuivis pénalement et reçoivent de véritables peines de prison ? Aujourd'hui, les bénévoles de Alatra ont pratiquement été expulsés de Russie. Voilà où est la vérité. Jakub-Jal de République tchèque, Irina Kremenovskaya d'Ukraine, Luigi Carvalia d'Italie et quelques autres, sachant cela, le sachant parfaitement, continuent d'accuser une organisation scientifique pacifique d'être pro-russe. Pourquoi ? Eh bien parce que l'anticultisme mondial est un réseau international. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème et découvrir ses partisans publics. Nous avons montré comment ils réécrivent les lois, comment ils infiltrent et manipulent les citoyens ordinaires, les politiciens, les ministres et les présidents. ET. Résumons. Ce qui se produit. Ce réseau se couvre une fois de plus entre ses propres mains.
Nous le voyons à l'exemple de l'anticultiste tchèque Jakub Jal. Auparavant, nous l'avons vu à l'exemple d'Irina Kremenovskaya, une anticulte d'Ukraine. On pourrait croire que les preuves de son implication et de ses liens idéologiques avec l'organisation russe Rassir ont été rassemblées, présentées et publiées. Mais elle continue toujours de lutter contre Alatra en Ukraine. Pourquoi ? Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Jakub Jal, Luigi Carvalli, Irina Kremenovskaya, ils commencent à se plaindre à l'unisson des fausses technologies, d'avoir été calomniés, d'être des victimes. On dirait que quelqu'un écrit un scénario pour eux. Mais l'enquête se poursuit. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Vous savez, dans un seul. Jakub Jal a raison. Cela ne finira jamais pour lui. Pour lui, cela ne peut se terminer que dans un seul cas, lorsqu'il se rendra en Tanzanie. Et c'est là qu'il résoudra tous ses problèmes. Sur place. Mais il n'ira pas. C'est un lâche. Tout pervers est un lâche. Les coupables ont toujours peur. Voilà tout le secret de cette énigme. Oui, je suis d'accord. Si une personne était innocente, après de telles accusations, elle se serait ressaisie et serait partie. S'il était un homme, s'il était un vrai homme... Où vois-tu un homme ? C'est vrai. Regarde, en fait, la solution était toute simple. Il n'y a même pas de logique dans ses actions. Il déteste tellement Alatra. Par désir de gagner, il aurait pu facilement partir en Afrique pour prouver au monde entier que nous avons tort, qu'il a été calomnié. Il aurait pu y aller pour que sa justice triomphe. Quelle occasion incroyable pour lui de devenir célèbre, n'est-ce pas ? On pourrait le croire. S'élever, augmenter son statut d'expert pour qu'on le connaisse, qu'on parle de lui, qu'on fasse de lui un martyr en Tchéquie, qu'on écrive sur lui dans les journaux, qu'on l'invite à des interviews. N'est-ce pas ce qu'il veut ? Devenir célèbre ? Mais pour une raison quelconque, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, non. Pourquoi ? Il ne considère même pas la possibilité d'aller en Tanzanie. Il a donc peur. Il n'y a pas d'autre entrée. Eh bien quoi ? S'il a raison ? De quoi as-tu peur, Jakub ? Vraiment ? Si vous avez raison, nous avons même collecté de l'argent pour vous et enregistré une vidéo. Nous l'avons enregistré, oui. La somme a atteint 200. L'offre tient toujours. Sinon, il s'avère que vous mentez. Alors, cela veut-il dire que tous ceux qui prennent ta défense mentent aussi ? C'est une excellente occasion de prendre tout le monde en note, d'analyser de nouvelles méthodes de manipulation, d'anticultisme pour l'histoire, pour l'époque où la vérité éclatera enfin. Et la vérité, c'est comme l'aube, comme le soleil. Elle finira de toute façon par se lever, inévitablement. Et Dieu merci.